En ce moment, je surkiffe le rendu graphique des 32 bits, vous l'avez peut-être constaté dans mes dernières vidéos. Ce mix entre sprite 2D hyper détaillé et début de la 3D hyper polygonée, je trouve que ça a malgré tout une vraie identité visuelle. Mes résultats, je délaisse un peu mes consoles 16 bits depuis quelques mois. Je les trouve fades visuellement maintenant. Ah, mais comment réconcilier ces deux générations ? Bah, en cherchant des liens, là où on peut. Quand tu joues à la PC Engine ou la Mega Drive, et qu'ensuite tu passes à la Super Nintendo, je trouve qu'on gagne tellement en détails et en effets visuels, si bien qu'à mesure qu'on avance dans les années et que les développeurs réussissent à dompter son hardware, vers sa fin de vie, on avait des titres presque dignes d'une 32 bits. Des jeux qui sortaient en 94, 95, 96, et qui n'avaient pas à rougir tant que ça face à une PlayStation. Je vous ai donc préparé une sélection des cartouches qui m'ont le plus bluffé. À commencer par Street Fighter Alpha 2. En voilà un portage qui sort de nulle part. Les Street Fighter Alpha ça venait de l'arcade, et les conversions Saturn et PS1 étaient très fidèles. Alors quelle idée de sortir une version 16 bits fin 96, sachant que là on parle d'Alpha 2, le 1 était jamais sorti sur SNES. Bon on va pas se plaindre, c'était brillant comme portage. Si effectivement le son a pris un sacré coup en abandonnant le support CD, je trouve que graphiquement, que ça soit les décors animés ou les sprites de tes héros, ils sont trop beaux. Il y a moins de pixels, mais le look cartoon fait que ça vieillit vachement bien. Et surtout, ça se joue comme il faut. C'est notre Street Fighter Alpha 2 quoi, une prouesse. Pour rester dans les jeux de bagarre, mais vu de derrière cette fois, super Punch-Out. Donc ça se joue pas du tout pareil, mais on s'en fout, c'est les visuels qui nous intéressent ici. Je trouve les sprites des adversaires tellement immenses, détaillés et bien animés, que je sais même pas si on peut encore appeler ça des sprites. Des ennemis comme ça dans un beat'em all Saturn, ça me surprendrait pas du tout. Encore une fois, c'est du cartoon chatoyant, donc ça vieillit pas, contrairement, disons, à des grosses images digitalisées, telles qu'on aurait pu en voir sur 32 bits pour ce type de jeu. En parlant de sprites digitalisés, faites entrer Donkey Kong Country 1. Alors en soi, je pourrais aussi citer ces deux suites, qui sont parfois même plus impressionnantes, notamment Country 3 qui est plus coloré et avec une world map plus complexe. Mais dès 94, ce premier décassé, il avait déjà de quoi casser les dents de ceux qui attendaient la next-gen. L'anecdote connue assez rigolote, c'est que pendant que Nintendo présentait à la presse du gameplay de l'Ultra 64, ils ont glissé Donkey Kong Country au milieu. Et les journalistes ont été choqués quand ensuite on leur a révélé que non, en fait, ça tournait sur une Super Nintendo. Et on comprend pourquoi. Avec ces images digitalisées qui donnent une impression de 3D, cette fluidité à toute épreuve et ces décors de fou ultra réalistes, on était à milieu du rendu graphique 16 bits d'un Mario World sorti 4 ans plus tôt. D'ailleurs, Mario World 2, Yoshi's Island, s'est bien lâché niveau effet visuel en 1995, grâce à son super FX2 dans la cartouche. On se croirait presque devant un dessin animé avec un tel niveau de détail dans les animations. Quand Yoshi se fait écrabouiller par une porte, qu'il est aplati et qu'il retombe en mode feuille de papier, c'est le genre d'animation soignée qu'on voyait surtout à l'époque de la PlayStation, pas sur SNES. Et ça, t'en as tout le jeu, avec les décors ou les boss. C'est un festival d'effets en tout genre. Peut-être le plus beau jeu de la console encore aujourd'hui, je pense. Killer Instinct, un autre portage ambitieux d'un jeu arcade. Les persos et les décors digitalisés, déjà ça fait nouvelle génération, un peu comme Donkey Kong l'année d'avant, mais c'est aussi le rendu du sol des différentes arènes qui me plaît. Une sorte de parallaxe qui donne une illusion de 3D, tout en restant fluide. Et la 3D fluide, c'était rarement quelque chose d'acquis sur 32 bits. Donc même si c'est loin d'être le plus beau jeu de la machine, pour l'époque, compte tenu de ce qu'elle essaye de faire en copiant la version arcade, je trouve qu'elle s'en tirait bien cette conversion. On passe à un jeu dont on ne compte plus le nombre de conversions. Doom! Même si celle-ci, c'est la plus moche. Si on compte pas celle qui tourne sur le test de grossesse. Mais ça reste un FPS, en 3D, sur SNES, qui, comme Yoshi's Island, utilise aussi le Super FX2. Donc il y a de l'ambition et de la volonté qu'on peut saluer. Si je le mentionne, c'est aussi parce que j'ai vu passer que Limited Run Games a sorti une nouvelle version de Doom SNES, 2 fois plus fluide, avec des niveaux supplémentaires et carrément une manette qui a des vibrations. C'est fou ce qu'on peut faire de nos jours, avec des puces additionnelles. Et maintenant, imaginez si c'était sorti à l'époque, sur une console de 1990. Vous voulez du RPG ? Alors voici Chrono Trigger. Là, graphiquement, ça se discute. C'est un des plus beaux jeux 2D pixel art sur 16 bits, mais ça fait 16 bits quoi. Même si en le comparant au premier RPG 2D de la PlayStation, c'est pas non plus si éloigné. Chrono Trigger est même ressorti sur PS1 sans que ça choque trop de gens apparemment, si ce n'est pour ses temps de chargement. Non, si je le mentionne aujourd'hui,
c'est plutôt pour son ambition en tant que jeu, et son rythme qui en fait une aventure plus proche de ce qu'on trouvait sur 32 bits. Si vous rejouez à la grande majorité des RPG sur Mega Drive et SNES, vous verrez que c'était jamais aussi dense habituellement. Là sur Chrono Trigger, j'ai trouvé qu'on suivait une progression digne d'un RPG PlayStation 1, mais en 2D 16 bits. Pour reprendre un exemple d'un autre jeu Square de la génération précédente qui a aussi été porté sur PS1, Final Fantasy IV, à part les jolies cinématiques qui ont été ajoutées, là tu le vois clairement que c'était plus une aventure dans l'air du temps. Alors qu'FF6, ça peut faire 32 bits, dans une moindre mesure que Chrono Trigger quand même je trouve. Tant que j'y suis, je vais enchaîner avec un autre RPG moins évident, Star Ocean. C'est pas un jeu qui m'a spécialement scotché, mais alors ses graphismes, c'est sans doute les meilleurs du genre pour la SNES. Un tel niveau de précision dans les environnements et les persos sont rendus possibles, comme bien souvent sur SNES, par une puce supplémentaire intégrée à la cartouche. D'ailleurs ici c'est la même puce que pour Street Fighter Alpha 2. Même les sprites des boss ou les effets d'attaque pendant les combats sont à un autre level. On a fait beaucoup de chemin depuis Final Fantasy IV ou Dragon Quest V. On se croirait presque pas sur la même console. Mais c'est pas qu'une question de graphisme, direct, dès la cinématique d'intro, on est accueilli par une voix digitalisée de très bonne qualité. Alors que c'est plutôt sur support CD-ROM qu'on entendait des trucs pareils. Captain, we've just picked up a huge amount of unidentified energy. Where? Mark 301.209 in Sector Gamma. C'est peut-être aussi pour ça qu'il fait partie des cartouches les plus lourdes sur SNES, avec 48 mégas. On passe à mon chouchou, Winter Gold. Ça a aucun sens d'avoir des cinématiques pareilles sur une console 16 bits. Et je kiffe ce style graphique unique. Personne vous aurait cru en 90 si vous aviez dit que ça tournerait sur Super Nintendo. Bon forcément tout est pré-rendu donc niveau gameplay c'est plutôt limité, c'est pas un vrai jeu 3D, mais clairement il coche les cases des titres qui essaient de se faire passer pour des jeux 32 bits. Star Fox 2, c'est un autre exemple rigolo qui va dans ce sens. Nintendo le trouvait tellement abouti dans sa 3D qu'ils ont préféré l'annuler pour que le gap avec la N64 ait l'air plus gros. Parce que sinon le développement était déjà fini, oui. Il était prêt à sortir. Donc il n'est pas arrivé officiellement en cartouche à l'époque. Il a fallu attendre la SNES Mini et le Switch Online pour que Nintendo l'assume pleinement. Mais si par des moyens détournés t'arrives à le lancer sur une console originale, t'as un des titres 16 bits les plus bluffants visuellement en 3D. Notamment les phases en bipède où tu peux te déplacer librement. C'est pas mal, ça change un peu de Star Fox 1. Un autre shmup, mais en 2D cette fois-ci, Rendering Ranger, R au carré. OMG, regardez-moi ce vaisseau! Je ne vois aucune différence avec une PS3. Cette fluidité et ces combats de boss. En vrai, je me croirais presque sur Neo Geo. Même en termes de prix de la cartouche. Mais bon, la jolie 2D, qui est-ce que ça intéresse quand on a de la 3D moche avec Dirt Trax FX? Il y en a plusieurs des jeux de course 3D sur Super Nintendo, mais combien de fois c'était aussi fluide franchement? Avec autant de motos affichées sur la piste? Et puis les éléments du décor dans les circuits sont pas non plus trop simplistes. Il y a du dénivelé, des tunnels, c'est convaincant pour 1995. Je connais des jeux de course Jaguar ou 32X bien moins aboutis que ça. Bravo, ma petite Super Nintendo. Je me suis plus amusé que prévu à préparer cette vidéo. Donc si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Et à défaut de faire une partie 2, je pourrais peut-être tenter de faire la même chose, mais avec la Mega Drive. Ça pourrait être fun aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, voici quelques autres vidéos pour vous occuper.